Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la machine Sunday, donc une machine facile qui est intéressante parce que comme on voit dans le petit logo en bas à droite, c'est une machine Solaris. Donc Solaris, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un système d'exploitation Unix de Sun Microsystems qui aujourd'hui est maintenu par Oracle sous le nom de Oracle Solaris simplement. Donc ça peut arriver, hein, c'est quand même assez rare d'avoir ça en cible, mais ça arrive, et du coup c'est pour ça que c'est une machine intéressante pour voir un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique sur du Solaris. Bien, donc comme d'habitude j'ai fait le scan Nmap en amont, et on voit rapidement que c'est effectivement plus exotique, enfin en tout cas cette machine là sort du lot, puisqu'on n'a pas de web, et on n'a pas de SMB. En général c'est les deux services qu'on investigue en premier, puisque qui ont beaucoup de vulnérabilités ou de problèmes de configuration associés. Et là on voit donc qu'il y a un SSH sur le port non standard mais sur un port élevé. Bon, a priori le SSH c'est quand même rare aussi qu'il y ait des vulnérabilités dessus. Et on a par contre un service beaucoup plus rare aujourd'hui, mais qui arrive, hein, moi ça m'arrive encore de le voir dans des audits, durant des audits. Le service Finger. Alors Finger, c'était utilisé, c'est même une des premières commandes informatiques à avoir vu le jour sur les réseaux informatiques précurseurs de l'internet. Et donc on l'utilisait, en fait on faisait Finger et une adresse mail, et ça nous permettait d'obtenir des informations sur la personne à qui appartenait cette adresse mail, comme le nom, le prénom, le numéro de téléphone, plein de choses qui d'un point de vue confidentialité n'étaient pas très... c'était un peu un annuaire quoi, hein. Et donc bon, c'est plus trop utilisé aujourd'hui. Moi je dois avouer qu'en général quand je l'ai sur des audits, c'est principalement parce que c'est des systèmes, vieux systèmes qui l'ont encore d'activer mais qui l'utilisent plus, hein. Et donc comme on peut le voir, d'ailleurs j'ai même pas besoin de lancer de script, automatiquement avec le SC, les scripts associés à ce service sur Nmap, il arrive à faire de l'énumération d'utilisateurs et à voir qu'il y a Sunny, donc un utilisateur Sunny qui a priori est connecté, je pense, à ce service. Du coup, on a déjà un nom d'utilisateur. Donc ce nom d'utilisateur, on peut tenter du coup de faire du brute force. De toute façon, il n'y a pas 36 services, hein, donc sur le SSH avec ce nom d'utilisateur. Alors première chose, c'est si on essaie de se connecter en SSH avec Sunny, donc sur cette machine 10 10 10 76. Donc il faut mettre -p du début à la fin 22 022 puisque c'est pas le port par défaut. Et on a un message qui nous indique que il trouve pas de méthode d'échange de clés. Ils n'arrivent pas à négocier entre eux une méthode d'échange de clés. Donc ça va nous permettre, ça par contre, ça c'est probablement parce que c'est une vieille machine, hein, mais pour le coup ça c'est aussi des messages que j'ai vu apparaître durant mes audits à cause de différentes contraintes qu'on peut avoir. Du coup là ce qu'on peut faire d'intéressant c'est d'afficher un peu le man SSH, et si on regarde l'option -o ici en bas, on voit que dans -o, on peut mettre plein d'options de configuration qui peuvent être aussi présentes dans la configuration du SSH. Et pour avoir plus d'infos sur ces options, il y a le SSH config. Donc faisons un man SSH config. Et donc il y a plein d'options, hein, comme on peut le voir, qui sont détaillées. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle qui s'appelle KEX. Donc ça va être KEX algorithme. Donc comme c'est écrit, hein, c'est pour permettre de spécifier la méthode d'échange de clés qu'on veut utiliser, et si on met un plus, elle sera utilisée par défaut, quoi. Du coup, si on remet la même commande SSH en ajoutant un -o KEX algorithme, et qu'on lui dit que par défaut je veux ajouter aussi la méthode qui est offerte
par le serveur cible, à savoir, je prends la première, je m'embête pas à celle-ci. Là, ce coup-ci, je peux bien mettre un mot de passe. Donc si j'essaie par exemple Sony comme mot de passe, on voit que ça passe pas. Donc, première barrière entre guillemets franchie, donc là qui était plus liée à l'âge de la machine cible. Alors la deuxième barrière, c'est le brute force SSH. Je vais pas m'embêter à le faire puisque le mot de passe est super facile à trouver. On va voir que c'est tout simplement le nom de la machine cible, Sunday, donc le hostname. Alors je sais plus si c'est avec une minuscule ou majuscule, avec une minuscule, qui nous permet de nous connecter en SSH. J'en profite pour rappeler que c'est très fréquent d'avoir des mots de passe vraiment bidons, comme le montre d'ailleurs la hackeuse de la semaine qui illustre cette vidéo, Gisela Hinojosa, donc une pentesteuse à Rapid7, qui dans cet article, dans cette interview même, rappelle que souvent c'est effectivement la méthode la plus facile pour rentrer, c'est de mettre des mots de passe que tout le monde utilise, type Winter 2020. Donc effectivement, dans les mots de passe qu'on voit très souvent aujourd'hui, donc moi quand j'ai des clients français, il faut mettre en français par contre, et du coup il y a tout ce qui est jour de la semaine, comme on a sur la machine cible Sunday, donc dimanche en français. On a tout ce qui est donc les mois, les saisons, et en général suivi de l'année à cause de la complexité requise par la politique de mot de passe. Donc le novembre 2021, enfin 2020 du coup, enfin ce genre de mot de passe c'est très fréquent, enfin c'est assez fréquent quand même qu'on arrive à les avoir chez les clients, et du coup faut les ajouter à votre liste de mots de passe lorsque vous faites du brute force d'une manière offline ou online. Voilà, donc c'était très facile, enfin très facile pour obtenir cet accès SSH sur cette machine, surtout qu'elle n'avait pas beaucoup de services ouverts, donc c'était facile de deviner. On voit qu'on n'a pas encore accès au flag user.txt. Et on voit aussi, enfin je sais pas si vous le voyez, mais elle rame un peu, donc ce qui est chiant, mais qui est aussi réaliste, puisque même durant les audits aujourd'hui, on a des accès parfois très instables, ou avec des bandes de connexion très faibles. Donc faut pas croire que c'est des problèmes du passé, c'est encore très présent aujourd'hui durant les audits d'avoir des shells très lents à cause du débit ou de plein d'autres facteurs. Voilà, donc maintenant qu'on a cet accès SSH, comme toujours, je suis le bon chemin et je vais pas prendre tous les mauvais chemins qu'on pourrait faire en cherchant quelle est la bonne solution pour compromettre cette machine. Ici, la solution c'est, si on arrive à faire, je dirais même, voilà, c'est super lent, un ls/, on voit qu'il y a un backup, et dans ce backup, on voit qu'il y a un shadow backup qui contient donc deux hash de mot de passe, celui de Samy et de Sunny. Donc Sunny on le connaît déjà, c'est Sunday, et Samy on le connaît pas encore. Du coup je vais simplement faire un copier-coller de ce fichier shadow. Je vais me créer une nouvelle fenêtre et je vais même faire pour changer un echo. Tiens d'ailleurs on va faire une petite technique, bon là c'est tellement facile, tellement petit le fichier qu'on pourrait le faire comme ça, mais quand le fichier est un peu plus grand, une bonne technique pour transférer facilement et qui marche à peu près tous les coups quand on a un shell sur une machine, c'est de faire un base64, le nom du fichier. Vous pouvez même faire un base64-w0 pour l'avoir sous format, c'est-à-dire qu'il ne revienne pas à la ligne tous les X caractères. Voilà, et comme ça vous pouvez faire sur votre machine attaquante un echo ce base64.
Donc echo, je rappelle, hein, c'est une commande une très ancienne commande aussi pour le coup, qui permet d'afficher. Donc si je fais entrer, elle va afficher la ligne simplement. Et si par contre je redirige dans un fichier, ben, au lieu de l'afficher sur notre écran, elle va afficher ça dans le fichier, donc l'écrire dans le fichier. On va l'appeler shadow.b64 pour dire qu'il est chiffré, qu'il est encodé pardon en base 64, c'est pas du chiffrement. Et après je peux faire un base64-d shadow, comme on le voit ça le décode, et la sortie au lieu de l'afficher à l'écran, je vais la mettre dans shadow.backup. Du coup j'ai reconstitué le fichier shadow.backup sur ma machine attaquante. Quand vous n'avez pas d'autre solution de transfert de fichiers, c'est celle qui marche toujours. Enfin, en tout cas qui marche toujours, mais par contre qui peut être limité en taille en fonction de votre sortie output écran. Donc pour des gros fichiers ça peut ne pas passer. Bon, en tout cas il faut découper en plusieurs parties. Bref, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Donc maintenant qu'on a fait ça, bon, il ne reste plus qu'à tenter du brute force, hein. En offline pour le coup là, sur les haches directement. On va faire avec John. Et on va utiliser la word list slash usr share. Ah oui, c'est vrai qu'il prend pas le tabulation quand c'est comme ça. Donc ça va être dans word list org.txt. Bim, il y arrive en 2 secondes puisque je l'avais déjà fait sur cette machine, je pense. Donc on fait -show shadow backup. Voilà. Et on voit que donc Sunday on le connaissait déjà, c'est le mot de passe de Sony, et Samy son mot de passe c'est CoolDude. Ok. Donc maintenant qu'on a le mot de passe de Samy, eh bien on va faire la même commande que tout à l'heure. Je rappelle que tout à l'heure la commande était celle-ci, et je remplace Sony par Samy. Et donc je tape CoolDude et je suis connecté en tant que Samy. Une chose que j'ai oublié de montrer tout à l'heure en tant que Sony, c'est que si on fait un sudo-l, on voit que Sony peut lancer sans taper de mot de passe le root troll. Et si je le lance, ça rame, il faut attendre un peu. On voit que ça c'est apparemment un truc de test qui s'exécute bien en tant que root. Mais voilà. Ça va nous servir après, pour l'instant on peut pas l'utiliser tel quel. Maintenant qu'on a un shell en tant que Samy, si je fais un sudo-l, je vois que Samy a le droit de faire, sans taper le mot de passe en tant que root, un wget. Du coup ces deux informations associées vont permettre assez j'ai envie de dire assez logiquement d'obtenir un reverse shell en tant que root sur la cible, puisque l'idée c'est que on va télécharger un binaire avec wget qu'on va écrire sur root troll, et ensuite on va exécuter ce root troll, et ça nous permettra d'exécuter ce binaire en tant que root. Et donc on met le code qu'on veut, et le code qu'on veut c'est un reverse shell, c'est bien pratique. Du coup, comment on fait un reverse shell sur Solaris? Un peu comme comme sur les autres machines, hein. MSF Venom -- plateforme, et là au lieu de mettre Windows ou Linux, on met Solaris. Je vais mettre comme payload Solaris x86 parce que si on fait un uname-a, on voit qu'on a un x86. Et donc je vais mettre un shell reverse TCP vraiment simple, un basique, sans second stage, sur le lhost, sur mon adresse IP dans le VPN, adresse IP qui peut être joint par la machine cible. Qu'est-ce que j'oublie? Donc en format ELF, hein. C'est du ELF aussi sur Solaris comme sur Linux, et on va mettre
comme port local, 7777, ouais. Et là je vais mettre -B pour blacklist, ne pas mettre dans cette payload des fins de ligne de caractère. Ça parce que c'est assez fréquent que ça foute la grouille. Et du coup ensuite ça va me générer normalement, s'il n'y a pas de souci, un exécutable elf qui quand cet exécutable sera lancé, initiera une connexion reverse vers mon adresse IP sur le port 7777. Elastyriel, il est là. Par contre, il l'a pas mis en exécutable, donc je le mets en exécutable de suite. Sinon, il ne pourra pas être exécuté sur la cible. Ma foi, c'est pas mal. Du coup, alors, il va falloir faire plusieurs choses. Donc, première étape, mettre un listener. Donc, quand on va l'exécuter sur la cible, ça va se connecter sur ma machine. Donc NLVP 7777, je mets quelque chose en écoute. On peut mettre vers le droit si vous voulez. Tac. Quand il va se connecter comme ça, il aura bien quelque chose qui écoute sur ma machine. Deuxième chose, donc ce fichier, on va le transférer avec wget puisque c'est wget qui a des droits en tant que route sur la cible. Donc je vais faire un répertoire sur ma machine attaquante ww et je vais déplacer le binaire qu'on vient de créer dans ce répertoire. Et là, je vais lancer http.server sur le port 80, on va pas s'embêter. Comme ça, le wget pourra taper ma machine et récupérer ce binaire. Et je pense qu'on est pas mal. Comme la machine en face rame un peu, je vais bien préparer les commandes pour être rapide. Alors pourquoi il faut être rapide? Bon, ça c'est pas réaliste, mais c'est parce que pour les besoins de la machine, le fichier coûte trop, les remplacer toutes les minutes, je crois, enfin assez souvent. Du coup, il faut aller vite quand on l'a écrasé pour éviter que le contenu original revienne. Ça c'est pour quand il y a plusieurs personnes qui attaquent la machine, le créateur de la machine a fait comme ça. Donc il ne reste plus qu'à faire le wget qu'on a fait plein de fois, hein. Je rappelle que si on va sur AxSize, oui, I agree, et qu'on cherche wget, je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé dans d'autres machines. Voilà, on voit que ça a été abordé souvent, donc je ne vais pas m'étendre sur wget. Alors la commande est là, hein, donc ça va taper sur mon serveur web de ma machine attaquante, ça va prendre le fichier binaire lisbet et l'écrire dans le répertoire root troll, et comme il y a le sudo et qu'il a les droits sans taper le mot de passe d'écrire sur ce fichier, et bien du coup de faire wget, pardon, du coup le wget sera bien exécuté en tant que root et va pouvoir écraser le fichier root troll, qui est donc un fichier auquel je n'ai pas accès à l'heure actuelle puisque c'est uniquement le root qui y a accès. Par contre, j'ai le droit de le lancer en tant que Sony a le droit de le lancer, donc une fois que je l'aurai créé et écrasé avec mon contenu de reverse shell, et ben je pourrai l'exécuter et ce reverse shell va se connecter à ma machine attaquante en tant que root, puisque on va le lancer avec le sudo en tant que root. J'espère que j'ai été à peu près clair. Testons ça de ce pas. Attention, c'est parti. Ça rame tellement que même l'entrée il met 10 plombes. Oh là là. On dirait que la machine est à l'autre bout du monde. Voilà. Et du coup ça a été trop lent parce que ça a ramé, donc il faut refaire l'exercice. Voilà.
Comme on le voit, hein, on a pu écraser root troll avec le binaire Lisbeth qu'on a exécuté dans la foulée depuis Sony, et on a donc eu une connexion en reverse shell sur la machine attaquante. Et quand on fait un ID, donc ID commande aussi que j'utilise souvent, je rappelle, hein, qui permet d'afficher le real utilisateur, ici root, l'effectif user, EUID, et pour le coup là il l'affiche pas sur Solaris. Par contre il affiche le groupe ID qui est root aussi, et tous les autres groupes associés à cet utilisateur courant. Donc commande très souvent utile à utiliser pour se rappeler de quel utilisateur on a sur les différents shells qu'on compromet. Voilà, et du coup maintenant que je suis root, eh bien je peux faire un id-c4 et afficher le flag root. D'ailleurs j'ai oublié d'afficher le flag utilisateur qui je crois est dans le desktop. Ouais, c'est ça, il est là. -c4 user.txt. Pas facile hein, cette machine, ça rame tellement. Donc une fois qu'il aura fini de ramer et qu'il aura affiché qu'on a bien compromis le flag utilisateur et le flag root, on pourra parler d'un point de vue Blue Team, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter la compromission de cette machine. Du coup, première chose, Finger, hein, aujourd'hui Finger franchement c'est plus utilisé et ce n'est plus à utiliser puisque c'est non chiffré, c'est vieux, ça sert pas plus à grand chose. Donc c'est un service à désactiver, ne pas laisser ce service ouvert même sur des vieilles bécanes un peu exotiques. Mis à part ça, le mot de passe de Sony était vraiment trop bidon, donc mettre des politiques de mot de passe avec des vrais mots de passe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'un point de vue Blue Team? Et la configuration sudo, hein, ça on le voit plus souvent, enfin dans la vraie vie ça arrive, mais c'est pas si courant que ça par rapport au nombre de fois qu'on le voit sur des machines dans des environnements d'entraînement. Effectivement, dans la configuration sudo, il faut vraiment faire très attention à ce qui est mis, puisque c'est des vecteurs d'exploitation simples pour élever ses droits quand c'est mal configuré. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.